Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, nommé depuis une semaine, Sébastien Lecornu poursuit ses consultations à Matignon pour trouver un accord de non-censure avec les partis politiques. Ce matin, il avait rendez-vous avec le Parti socialiste. Les socialistes viennent de quitter Matignon cet après-midi. C'est au tour du Rassemblement national. Des consultations dans un contexte de grogne sociale à la veille d'un mouvement de grande ampleur. On en parle avec le politologue Jean-Yves Dormagin, président de l'Institut de sondage Cluster 17. Marzi, à midi, a fui les talibans d'Afghanistan. En France, elle pensait trouver un refuge loin des menaces alors qu'elle prend position sur les talibans sur les réseaux sociaux il y a un an. Elle reçoit en retour des milliers de menaces de mort, de viol, des appels au meurtre, certains de ces appels venant même de France. Elle vit depuis sous protection policière. Son témoignage en direct tout à l'heure. Ce week-end, c'est les Journées européennes du patrimoine. À l'honneur de cette 42e édition, le patrimoine architectural. À cette occasion, le palais de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur ouvre exceptionnellement ses portes. Son secrétaire général sera sur le plateau. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Yves Dormagin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Vous êtes le président de Cluster 17. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, poursuit ses consultations des partis, des groupes parlementaires. Ce matin, il avait rendez-vous avec le Parti socialiste. Cet après-midi, c'est le RN. Vous diriez, Jean-Yves Dormagin, que c'est une journée décisive aujourd'hui ? Ou pas tant que ça ? Une journée décisive, peut-être pas, parce qu'on sait qu'on est parti pour des discussions, des négociations qui vont durer, donc ça ne se passe pas sur une journée, mais effectivement, on est sur quelque chose, pour nous, d'un peu nouveau, français en réalité. Ça ressemble un petit peu, il y a un petit air de république parlementaire, c'est-à-dire que le Premier ministre cherche, peut-être à défaut d'une majorité, en tous les cas, à ne pas avoir une majorité contre lui pour le renverser à l'avenir. Et donc, il est engagé dans des négociations, en particulier avec les socialistes. Notamment avec les socialistes. Avec un peu les républicains sans doute aussi, mais beaucoup effectivement avec les socialistes. Oui. C'est les socialistes qui ont plutôt la clé c'est les socialistes et les républicains. On voit bien que, effectivement, l'avenir du gouvernement Lecornu se joue sur le fait qu'à minima, les socialistes ne le censurent pas. Et sur le fait que les républicains y participent. Voilà, c'est les deux conditions de l'équation. Les socialistes, ce matin, ils sont arrivés avec des conditions assez fermes. C'est notamment la taxe Zuckman, c'est-à-dire la taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions. Quoi d'autre ? L'abrogation de la réforme des retraites également, c'est ça ? Oui, en tout cas, sa suspension et l'ouverture de discussions sur cette réforme. Des revendications aussi salariales, je crois, autour de la CSG, une augmentation des salaires les plus bas en réduisant la CSG sur ces salaires. Et un certain nombre de sujets, en gros, de marqueurs, qui sont des marqueurs fiscaux, des marqueurs économiques de gauche, et qui permettraient effectivement au Parti socialiste, si le gouvernement allait dans ce sens, et les recevait au moins en partie, permettrait de justifier une neutralité assez bienveillante. Un pacte de non-agression, quelque part. Une sorte de pacte de non-agression. Il est très improbable que des socialistes participent au gouvernement, en tous les cas des membres dirigeants du Parti socialiste. Il y aura peut-être une ou deux personnalités issues du centre-gauche, mais dans le futur gouvernement, il ne devrait pas y avoir de socialistes. Donc l'enjeu, c'est pas la participation des socialistes, c'est leur neutralité, c'est le fait qu'ils ne votent pas la censure. Quelles sont les marges de manœuvre de Sébastien Lecornu ? C'est très étroit, le chemin, là. Alors, ce qui rend les marges de manœuvre, on le sait, très difficiles, c'est le déficit budgétaire, la nécessité de faire des économies, donc soit de dépenser moins, soit de prélever plus. Soit on baisse la dépense publique, soit on augmente les impôts. Il n'y a pas d'autre moyen de réduire le déficit. La gauche plaide plutôt pour l'augmentation des impôts, la droite plaide pour la baisse de la dépense publique, et on sait que les macronistes sont plutôt sur cette orientation-là. Baisser la dépense publique et ne pas augmenter les impôts. Alors, les marges elles existent. Il y a quand même des marges de manœuvre, à condition
que le gouvernement, le président de la République, qui quand même, on le sait, a une influence sur cette opération, d'autant plus qu'il est très proche du nouveau Premier ministre, Lecornu, bien sûr, oui. À condition évidemment que un certain nombre de positions évoluent, et en particulier sur la fiscalité, peut-être des positions de compromis entre la demande des socialistes d'un côté et ce que, pour l'instant, l'espace central et la droite sont prêts à accepter. On peut imaginer quand même des positions de compromis. On est dans une situation qui est une situation qui se rapproche des régimes parlementaires, ce que je disais initialement, oui. Et c'est comme ça que ça fonctionne en régime parlementaire. C'est en régime parlementaire, pour construire des majorités, vous négociez, vous cherchez des compromis, et c'est l'unique possibilité pour que les gouvernements tiennent, en tous les cas, un certain temps. Alors, on n'est pas du tout habitué à ce mode de fonctionnement, c'est pas du tout dans notre culture politique, et en plus on a un système institutionnel qui n'est pas adapté non plus à ce type de compromis, parce que le mode de scrutin majoritaire, le fait majoritaire, l'élection présidentielle, il y a tout un tas d'éléments qui rendent ces négociations encore plus difficiles. Encore plus complexes. Je le disais, cet après-midi, c'est le Rassemblement national qui va au rendez-vous proposé par Sébastien Lecornu à Matignon. Ça semble assez clair du côté du Rassemblement national. L'heure semble au dégagisme. Oui, le Rassemblement national a, semble-t-il, changé de stratégie. On se souvient que le Rassemblement national était plutôt dans une stratégie assez modérée, assez possibiliste, dans ce point de vue-là, c'est-à-dire l'idée de montrer, en gros, son sens des responsabilités, la France est en crise, etc., donc pas ajouter de la crise politique à la crise budgétaire, à la crise sociale. La stratégie semble avoir évolué, oui, depuis cet été. Pour quelle raison ? Parce que c'est l'électorat du Rassemblement national qui a cette demande, en fait, cette volonté. Alors, il y a effectivement, aujourd'hui, dans l'électorat du Rassemblement national, une nette majorité d'électeurs qui est sur cette ligne et qui est favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale, à un retour aux urnes. Quand on regarde quels sont les électeurs qui, aujourd'hui, veulent revoter, ce sont principalement les électeurs des droites, de l'espace conservateur. Ce sont eux qui sont les plus demandeurs d'une nouvelle élection. Donc, de ce point de vue-là, le Rassemblement national colle effectivement aux attentes et aux espérances de ces électeurs. Alors, pourquoi ? En gros, parce qu'ils espèrent gagner. C'est-à-dire que si à gauche, si dans l'électorat de gauche, et encore plus dans l'électorat du centre, on est rétif et on est plutôt hostile, en tous les cas très divisé sur l'idée de la dissolution, c'est parce qu'on n'en attend pas grand-chose, et en tous les cas pas une victoire électorale. Alors que du côté des droites, en particulier du côté de l'électorat du Rassemblement national, il y a une espérance de victoire. Donc ça explique aussi pourquoi leurs électeurs sont nettement plus favorables à une dissolution. Mais il y a aussi un très fort rejet du macronisme, il y a aussi dans cet électorat un fort dégagisme, et donc effectivement, de ce point de vue-là, le RN colle à la volonté majoritaire de ses électeurs. Il y a aussi sans doute des calculs plus politiques. Ce qui se dit aussi, c'est que la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il y a visiblement, parmi les dirigeants du Rassemblement national, une partie d'entre eux en tous les cas, l'idée qu'une victoire électorale pourrait conduire à une amnistie sur le plan... Parce qu'on le rappelle, il va y avoir un procès en appel qui va être prévu, c'est autour de mars, c'est dans l'affaire des assistants parlementaires concernant le RN. Donc il y a effectivement ce calendrier qui pèse sur Marine Le Pen. Oui, mais aujourd'hui elle ne peut tout simplement pas être candidate à l'élection présidentielle. Donc il faut hâter le calendrier en fait, c'est un peu ça aussi l'idée. Ça peut faire partie, de leur motivation. Des motivations politiques, en gros, dans la foulée d'une élection législative gagnée, d'obtenir effectivement une loi d'amnistie pour Marine Le Pen. Enfin, en tout cas, ça fait partie des calculs possibles de la part de la direction du Rassemblement national. Et à quel point le scénario d'élection législative serait favorable au RN ? Il y a déjà des projections C'est compliqué de faire des projections hors contexte, on ne connaît pas les candidats, on ne connaît pas les éventuelles alliances, on n'est pas en contexte électoral, donc c'est compliqué, mais si on raisonne par rapport aux intentions de vote dont on dispose, nous, Cluster 17, on a publié des intentions de vote la semaine dernière, donc on a les intentions de vote récentes aux élections législatives. Aujourd'hui, les probabilités qu'un parti
ou même qu'une coalition soit majoritaire sont extrêmement réduites. C'est-à-dire qu'on aurait sans doute une Assemblée nationale qui serait un peu différente de l'actuelle. Les rapports de force ne seraient pas les mêmes à l'intérieur de cette Assemblée nationale, mais on n'aurait pas de situation majoritaire. Le Rassemblement national, aujourd'hui, ne semble pas en situation d'avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Alors, le Premier ministre Sébastien Lecornu a donné une interview ce dimanche à Ouest France. Il parle de réinventer la manière de travailler avec les parlementaires. Vous avez une idée de ce que ça signifie, là, d'inventer une nouvelle façon de travailler avec les parlementaires ? Je pense que Sébastien Lecornu cherche par tous les moyens à montrer une certaine disponibilité à négocier. On sait qu'il a été présenté comme tel, qu'en tant que ministre des Armées, il aurait été... animateur des grands débats lors des Gilets jaunes en 2018. Oui, entre autres, en tant que ministre des Armées, ouvert à la discussion, ouvert aux propositions des uns et des autres, etc. Donc il cherche à construire l'image de quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à négocier, qui est prêt à chercher des compromis, sachant que c'est la condition de survie de son gouvernement. Sans compromis, le gouvernement Lecornu tombera. Il n'y a aucune incertitude sur ce point, puisqu'il n'a pas de majorité. Donc il est obligé de construire une majorité, ou au moins de neutraliser l'hostilité d'une partie des oppositions. Et l'enjeu pour lui, c'est de tenir le plus longtemps possible. On sait en gros que si ce gouvernement ne tombe pas avant le printemps, il a une espérance de vie qui s'allonge, parce qu'il y aura les élections municipales en mars. On imagine assez mal une dissolution en pleines élections, campagne d'élections municipales. Donc il faut tenir jusqu'à mars. Il faut déjà faire passer le budget. Il y a quand même déjà un enjeu absolument fondamental autour du budget, pas seulement pour le gouvernement, pour le pays. Oui. Donc il y a un enjeu autour de l'adoption du budget, donc il faut faire passer un budget pour 2026. Avec des dates qui sont précises. Si on n'a pas de budget au 1er janvier, on se trouve dans une situation qui est assez compliquée, où en gros on peut reconduire les dépenses qui étaient prévues dans le budget précédent, mais on est figé. Enfin, la situation est figée et on ne peut pas se doter réellement d'un budget spécifique pour l'année à venir. Donc il y a un gros enjeu à faire adopter un budget. Une fois que le budget sera passé, j'ai envie de dire le plus dur sera passé, Sébastien Lecornu le dit lui-même, il n'a pas de grandes ambitions réformatrices. Il est conscient qu'il n'a pas de majorité au Parlement pour le faire. Il a conscience que les équilibres sont très compliqués. Il faut faire quand même coexister la participation des Républicains, très probable participation des Républicains dans le gouvernement, avec la neutralité du Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste et les Républicains n'ont pas exactement aujourd'hui la même analyse, la même vision pour l'avenir, le même programme politique, les mêmes valeurs, etc. Donc il faut arriver à faire tenir des sensibilités politiques dans une alchimie complexe, des sensibilités politiques qui sont opposées, voire très opposées. Donc ce type de gouvernement ne peut pas conduire de grandes réformes, et Sébastien Lecornu le dit lui-même, tout ça sera tranché avec la présidentielle de 2027. En gros, il faut gérer les affaires courantes le moins mal possible, en tout cas c'est comme ça qu'il présente son projet et son gouvernement, doter la France d'un budget, et puis ensuite on fera surtout, j'imagine, de la gestion des affaires courantes, et l'idée c'est d'arriver à tenir jusqu'à l'été. Après l'été, on sera dans la campagne des élections présidentielles, donc la dissolution ne devrait plus vraiment être un sujet. On imagine mal des élections législatives se tenir à quelques mois d'une élection présidentielle, ce serait surprenant. C'est un peu une course d'obstacles, un peu une course de haies qui se présente à lui. Dans cette interview à Ouest France, il souhaite, Sébastien Lecornu, présenter un grand acte de décentralisation, de clarification et de liberté locale. C'est une attente des Français, ce sujet, ou ça vous semble... Il n'y a pas une très grande demande de décentralisation dans le pays. Quand on sonde les électeurs, quand on sonde les Français sur leurs attentes prioritaires, c'est pas la question de la décentralisation qui ressort en premier, très loin de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets sont les sujets qui clivent ou qui passionnent ou qui mobilisent sont tout autres. C'est ça ? Oui, à droite, la sécurité et l'immigration, à gauche, plutôt les mesures sociales, l'écologie, donc des sujets assez classiques, les inégalités sociales, enfin voilà, ça ce sont des sujets sur lesquels les citoyens ont des attentes très fortes, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, selon les espaces politiques, ce ne sont pas les mêmes attentes.
La sécurité et l'immigration, c'est l'espace plutôt conservateur. L'écologie, c'est l'espace progressiste. Mais ce ne sont pas les mêmes attentes. Mais non, la décentralisation, ce n'est pas le sujet aujourd'hui qui passionne et qui mobilise. Il a dit dans cette interview repenser l'organisation de l'État. Donc ça vous semble un petit peu à côté de la plaque, si je puis dire, pour parler familièrement ? C'est une interview à la PQR, à la presse régionale, donc c'est toujours, en termes d'image, dire il faut en finir avec le centralisme parisien, avec la verticalité, avec les décisions technocratiques prises à Paris, etc. En termes de sympathie dans l'opinion, c'est des choses qui sont plutôt sympathiques. Oui, bien reçues par... Je ne sais pas si c'est très crédible, ça c'est un autre sujet. Je ne sais pas si aujourd'hui... un Premier ministre très lié à Emmanuel Macron, dont l'exercice du pouvoir a été ultra vertical et très centralisé, pour le coup, je ne suis pas sûr que la crédibilité dans l'opinion de telles annonces soit forte. Après, en termes de sympathie, oui, il y a plutôt une sympathie, de même que s'en prendre au millefeuille administratif, qui est un peu une tarte à la crème du débat public et du débat politique, ça ne peut pas être complètement négatif, voilà, ce genre de choses, mais c'est pas de nature à modifier quoi que ce soit en termes de popularité, etc. Ça, j'y crois très peu. Non. Alors, c'est un nouveau Premier ministre qui n'est pas connu, néanmoins déjà impopulaire. Il est impopulaire parce que proche d'Emmanuel Macron, qui est à l'heure actuelle dans une impopularité record, non ? Oui, absolument. Alors, elle est record. Vous l'avez mesuré, déjà. Oui, non. Donc, le sur 17, nous produisons un baromètre de popularité politique tous les mois, avec Le Point, et dans ce baromètre, Emmanuel Macron bat ce mois-ci son record d'impopularité. Le rejet est vraiment très élevé. Il y a plus de 70% des répondants qui déclarent le rejeter. C'est quand même quelque chose de fort, y compris, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, y compris dans son électorat de 2022, y compris parmi des segments de la population qui avaient plutôt des sympathies pour lui, qui l'ont soutenu, qui ont souvent voté pour lui en 2017 et en 2022, y compris dans ces espaces qui étaient donc Macron-compatibles. Le rejet aujourd'hui est important. Donc c'est vraiment, je ne parle même pas des électorats RN, France Insoumise ou de la gauche dans son ensemble. Ce rejet, c'est de la colère, c'est de l'hostilité, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a toutes les gradations. Il y a effectivement dans certains secteurs de l'opinion de la colère et du rejet. Il y a une désillusion qui est très très forte. Dans les espaces qui lui accordaient une forme de confiance, de sympathie initiale, etc., il y a beaucoup de déceptions. Un énorme désenchantement. Tout ça dans un contexte de mobilisation, de grogne sociale. Demain, l'intersyndicale, on attend beaucoup de monde dans Paris et en France. Les agriculteurs également ont annoncé une mobilisation le 26 septembre. Vous diriez que... Le MEDEF. Le MEDEF aussi. Patrick Martin l'a dit dans Le Parisien ce week-end, il me semble. Le feu couvre, c'est plutôt inquiétant pour vous, le climat actuel ? C'est toujours très compliqué de faire des projections, des pronostics, etc. La journée d'action de demain, elle est annoncée comme très importante, en volume, en nombre de manifestants, en pourcentage de grévistes, etc. On verra. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est le gouvernement lui-même qui annonce une mobilisation très importante. Alors, est-ce que c'est pour désamorcer par anticipation un éventuel succès ? Est-ce que c'est pour comparer avec la mobilisation réelle et dire que finalement c'est un peu décevant ? Est-ce que c'est pas un peu dangereux, parce que je me place du point de vue de la stratégie des pouvoirs publics, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux parce que est-ce que ça donne pas envie du point de vue de leurs calculs à eux, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu surprenant parce qu'effectivement on annonce un succès avant même qu'elle ait eu lieu. Si ce qui est prévu se réalise, effectivement, on est dans des niveaux qui rappellent les journées d'action contre la loi travail en 2016, qui rappellent les manifestations contre la réforme des retraites, donc des manifestations autour de 700, 800, 1 million de personnes. Si c'est le cas, ça sera un succès pour les organisateurs. Ça reste des journées d'action assez encadrées, assez prévisibles, sur des publics qui sont essentiellement la jeunesse étudiante, les publics de la fonction publique, les secteurs syndiqués, etc. Donc ça n'a pas l'air, tel que ça s'annonce, de nature à être, comme le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, un mouvement imprévisible, inhabituel,
difficile à encadrer, etc., etc. C'est un mouvement, une journée bien sûr que vous pourrez suivre sur le Figaro tout au long de la journée de demain. Merci Jean-Yves Dormazen d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de vue. On passe à un autre sujet. Marzi Hamidi est une jeune femme afghane qui a fui les talibans. Elle pensait être à l'abri en France où elle a trouvé refuge, mais les critiques qu'elle a émises sur le régime lui ont valu des centaines, voire des milliers de menaces et même des appels au meurtre. Certaines de ces menaces ont été proférées par des immigrés afghans vivant sur le sol français. L'immigration afghane, c'est un phénomène d'ampleur massif qu'a étudié Didier Lesky, le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il était venu en parler sur ce plateau. La France se trouve confrontée en une dizaine d'années à l'arrivée d'un groupe qu'elle n'avait pas prévu immédiatement et ça pose des problèmes d'intégration. On va en parler. Et à 80%, en 80%. gros, ce sont des hommes jeunes. Ils ont quel âge ? La moyenne d'âge, c'est 27-28 ans. Les femmes qui sont arrivées, elles arrivent soit au compte-gouttes, soit après le 15 août, dans les opérations qui ont été menées, entre autres par le gouvernement français, de prendre en charge des personnes qui avaient travaillé ou des catégories sociales qui sont particulièrement visées par les Afghans, par les talibans. On a eu par exemple l'arrivée de juges femmes, de médecins qu'on a accueillis et qui pour beaucoup après ont poursuivi leur parcours parce qu'elles ont été formées souvent en anglais. Et donc, elles ont donc une facilité d'intégration pour ces femmes. Dans les pays anglophones. Les difficultés d'intégration, elles sont liées au fait qu'ils sont très éloignés du français. Oui. Et pour 10% d'entre eux, au minimum, du reste, ils sont non lecteurs, non scripteurs de leur langue. Donc des gens analphabètes déjà dans leur propre langue, c'est ça ? Voilà, et donc c'est beaucoup plus difficile d'apprendre le français ou une autre langue quand on n'arrive pas déjà à maîtriser la sienne. Bien sûr. Voilà. Et donc ça pose des problèmes de durée de l'intégration. Bonjour Marzi Hamidi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes afghane, vous avez 23 ans, vous êtes une athlète de haut niveau, championne de taekwondo. Vous êtes réfugiée politique en France depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Il y a un an, Marzi, vous avez dénoncé sur les réseaux sociaux le sort des femmes afghanes. Vous avez critiqué également le capitaine de l'équipe de cricket d'Afghanistan parce qu'il est proche des talibans. À partir de ce moment-là, des menaces déferlent. Vous êtes harcelé, des centaines, des milliers, 7000 menaces de mort, de viol, d'appels au meurtre, des coups de fil directement, des vidéos dans lesquelles on donne votre adresse. Votre vie bascule, Marzi Hamidi. Vous devez déménager en urgence. Vous vivez depuis un an sous protection policière. On vous avait reçu sur ce plateau, ici même. Un an après, Marzi, où en est l'enquête policière sur ces personnes qui vous ont menacé ? Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de vous revoir et d'être parmi vous. Cela fait un an que je suis sous protection policière à Paris. Et parler ouvertement des talibans m'a coûté ma liberté. Je ne suis plus en sécurité, je ne suis plus libre. J'attends que justice soit faite, car les menaces ne se comptent pas sur les doigts d'une main. Je reçois des centaines, des milliers de menaces de personnes qui soutiennent les terroristes et ces messages, ces appels viennent de partout dans le monde, de France, d'Europe. Ce sont de nombreux numéros de téléphone qui m'appellent et j'attends encore que justice soit faite. J'attends que ces individus soient identifiés, des individus qui me menacent de me tuer, de me violer à Paris. Et c'est très difficile à vivre. J'ai perdu ma liberté. Et je n'ai pas pu me concentrer sur mon taekwondo, je n'ai pas pu participer à des compétitions. J'ai juste essayé de survivre et de me battre contre eux. Et ils n'ont pas cessé, ils ne cessent pas d'ailleurs de me menacer. Ils m'attaquent sur les réseaux sociaux, ils m'attaquent sur WhatsApp, ils continuent à m'envoyer des messages et ils me cherchent. Ce n'est pas facile. Je me bats contre ça, mais c'est vrai que ça me coûte beaucoup au niveau de ma santé mentale également. Je ne regrette pas ce combat que je mène, je continue à le mener et j'attends que justice soit faite.
Ce qui était particulièrement, et ce qui reste particulièrement choquant, c'est qu'une partie de ces menaces, eh bien, elles viennent d'Afghans sur le sol français. Vous racontez d'ailleurs une scène tout à fait stupéfiante dans votre récit, ils n'auront pas mon silence, celle de votre audition à Paris, à la police. Vous êtes accompagné d'un traducteur qui prend parti pour ceux que vous accusez. Il y a une dispute qui éclate, à tel point que les policiers sont obligés de faire sortir ce traducteur. Oui, absolument. Lorsque j'ai reçu ces menaces, je me suis rendue à la tête de police et il y avait donc un traducteur afghan. Et il a pris le parti des talibans et de l'équipe de cricket. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il prenait parti dans sa traduction même, puisqu'en fait, je me rendais compte que ce que je disais n'était pas bien traduit. Et donc, j'ai demandé à mon avocate, est-ce qu'il est vraiment en train de faire ça? En fait, il n'est pas de notre côté. Il prend parti pour les autres. Et donc, on lui a demandé de partir et il a commencé à se disputer avec moi devant la police. Il m'a dit que je n'avais pas raison de faire ça, qu'il avait vu mon interview sur l'équipe du cricket. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de dire ces choses-là, que je n'avais pas le droit de tenir ces propos. Et c'était vraiment extrêmement choquant pour moi, puisque ce sont des personnes qui n'ont aucune peur. Ils n'ont absolument pas peur, dans un commissariat, de tenir ce genre de propos devant la police. Et c'est très clair pour moi. Ces personnes qui me menacent ne sont pas en faveur du peuple de l'Afghanistan. Il y a des personnes en Afghanistan qui se battent pour la liberté des Afghans. Il y a des personnes aussi qui se battent pour la liberté des Afghans en Europe, en France, mais il y a aussi des personnes ici qui sont des soutiens des talibans et qui me menacent. Et ces personnes me cherchent encore, ils m'envoient des messages de haine. Et d'ailleurs, j'ai un exemple. Cet homme même, ce traducteur même, c'est un exemple frappant. Il ne traduisait pas mes propos et ce sont des personnes qui participent finalement à ce harcèlement. Et ces personnes arrivent à travailler pour le gouvernement français. Alors vous n'imaginez pas toutes les personnes qui peuvent être là et qui travaillent comme ça, qui traduisent mes propos de manière erronée, exprès. Donc j'ai eu la présence d'esprit tout de même de dire quelque chose, puisque même si je ne parle pas très bien français, j'ai compris qu'il ne traduisait pas mes propos. Et il a eu l'audace devant les policiers de commencer à se disputer avec moi et de me dire que j'avais tort. Et c'est très impressionnant. Malgré les intimidations et les menaces, vous refusez de vous taire. Vous avez coécrit cet ouvrage avec Baptiste Bérard-Proust qui raconte votre parcours. Pourquoi avoir écrit un livre et est-ce que la sortie de ce livre suscite justement à nouveau des menaces? Alors j'ai décidé vraiment de prendre toutes ces menaces et d'en faire mon pouvoir. Je ne voulais pas me taire. Je ne voulais pas que ces milliers de numéros qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont menacé aient ce pouvoir. Je ne voulais pas que ce soit oublié. J'ai décidé d'écrire ce livre pour cela. Je suis l'un des exemples de ces femmes afghanes qui se battent et qui sont en danger. Il y a des millions de femmes et de jeunes filles en Afghanistan qui sont forcées de se taire, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent même pas sortir de chez elles, qui n'ont pas de liberté d'expression. Je suis ici en France, je suis ici en Europe et je veux envoyer ce message. Ce n'est pas qu'une question de mon expérience personnelle. Je veux parler au nom de ces femmes en Afghanistan qui se battent pour leur liberté. Je veux leur montrer à elles également que nous sommes contre ce régime et que nous ne voulons pas vivre sous ce régime taliban terroriste. Et donc pour moi, ce livre, c'est une manière de porter mon combat
combat, de le mener, de montrer que je n'ai pas peur d'eux. Et je sais que c'est un risque, je sais que je suis en danger, je sais que tout peut m'arriver, mais je continue à mener ce combat et je ne le regrette pas. Je veux partager mon histoire d'athlète également, une personne qui est née en Iran, qui a grandi en Iran, qui a vécu en Afghanistan. Aujourd'hui, je suis en France et je fais face aux mêmes personnes avec qui j'avais des difficultés, contre qui je devais me battre quand j'étais chez moi. Donc je voulais vraiment partager cette histoire avec également les Français et surtout dire que nous méritons cette liberté. Et je voulais parler de ce que ça veut dire d'être libre. Et donc j'ai transformé toutes ces idées en un livre. Et je pense que ça va être particulièrement positif puisqu'ensuite je peux garder ce message. Ce livre va rester, tout est écrit. C'est super de pouvoir aller parler aux médias, de s'exprimer sur les réseaux. Mais ce livre va rester et je sais que j'ai des soutiens. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui avaient envie d'en savoir plus sur mon histoire, sur mon message. Et puis après, j'ai reçu des messages où on me disait que j'étais une mauvaise fille d'Afghanistan qui ne vivait pas de manière traditionnelle et que mon histoire n'était pas inspirante. Mais en fait, quand ce sont des messages qui me viennent de personnes qui soutiennent les terroristes, évidemment, je m'en moque. Mais il y avait des messages de personnes qui voulaient savoir mon histoire. Et ça, c'est important. Je voulais leur répondre avec ce livre. Vous êtes, Marzi, une très jeune femme de 23 ans. Vous êtes arrivée seule, sans votre famille, sur le territoire français. Est-ce que votre famille est toujours en Afghanistan? Quelles sont les nouvelles? Ma famille vit en Allemagne. Mon frère a été emprisonné pendant 1 an par les talibans en Afghanistan. Ensuite, il a été libéré et il a fui. Il s'est rendu au Pakistan. Et comme vous le savez, la situation au Pakistan pour les réfugiés n'est pas particulièrement positive. Il y a énormément d'Afghans qui sont renvoyés en Afghanistan. Et d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles hier soir de ma sœur qui m'a dit que la police pakistanaise veut renvoyer mon frère, qu'ils ont capturé hier. Et ça, c'est un risque également, puisque s'il est renvoyé en Afghanistan, il se retrouvera en prison de nouveau. Et la situation s'aggrave, puisque je suis là à défendre mes opinions, à parler contre l'équipe de cricket et contre les talibans. Et donc, ça n'aide pas la situation et c'est un risque également pour mon frère. Mais j'ai décidé d'en parler à la télévision car cela fait 3 ans que je ne parle pas de la situation que vit mon frère et je m'étais dit que c'était peut-être mieux pour sa sécurité, que c'était une manière de le protéger, mais les choses s'aggravent et j'ai peur de ce qui va lui arriver. Et j'ai peur que ce soit une des conséquences de ma liberté et du fait que je m'exprime. Et ma famille est contre les talibans. Ma famille a toujours été contre les talibans. Mes parents ont une idéologie qui est bien différente de celle de nombreuses familles afghanes. Et nous en souffrons également, puisqu'il y a des personnes en Allemagne qui disent à mon père qu'il doit m'arrêter dans mes propos, que c'est une honte de m'avoir pour fille. Donc c'est difficile également de savoir que ma famille peut souffrir de ces conséquences, mais ils me soutiennent et c'est particulièrement difficile pour moi de penser à mon frère et de me dire que je ne sais pas ce qui va lui arriver par la suite. Et je sais que certains ont pour but de m'arrêter, de me faire taire et je ne vais pas m'arrêter, mais en même temps je dois protéger ma famille. C'est une situation qui est très dangereuse. Je ne sais pas ce qui nous attend par la suite, mais je vais essayer d'aider mon frère pour qu'il quitte le Pakistan, l'Afghanistan, des pays qui souffrent des talibans. Marzi Hamidi, vous êtes aussi une athlète de haut niveau. Vous pratiquez le taekwondo. Vous parlez de ce sport. C'est plus qu'un sport. Vous en parlez. Vous dites ma cuirasse, mon talisman. Le taekwondo dans votre vie, c'est à la fois une arme et une protection, c'est ça? Oui. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai commencé à faire du taekwondo, cela m'a beaucoup aidé. C'est une manière pour moi de me battre contre la société également. Donc pour moi, ça a toujours été une manière de me battre pour mon identité en tant que femme, montrer que les femmes sont fortes. Et aujourd'hui, c'est encore plus important pour moi de me battre contre l'idéologie des talibans, l'idéologie des hommes qui pensent que les femmes
ne doivent rester que chez elles. Et donc, j'ai envie de donner des coups de pied devant eux. J'ai envie de participer à des compétitions. Et j'ai envie de leur montrer que les femmes ne doivent pas seulement rester femmes au foyer, qu'elles peuvent être athlètes, qu'elles peuvent être des championnes, qu'elles peuvent être des artistes, qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et pour moi, c'est vraiment un combat qui est très important et je me prépare actuellement pour les Jeux Olympiques de Los Angeles et bientôt, j'aurai également un championnat, le championnat du monde en Chine. C'est une priorité, c'est très important pour moi. Et ça me permet également de montrer que j'ai cet aspect aussi dans ma vie, le sport, qui est important. Et c'est difficile car mentalement, je dois aussi me concentrer sur l'entraînement, sur le sport, tout en ayant également tous ces soucis avec ces personnes qui me menacent. Mais j'essaie de transformer ce sport en mon pouvoir et je veux devenir une championne puisque je sais que je serai plus forte et que ma voix portera plus haut encore. Vous expliquez effectivement que vous préparez donc les championnats du monde, c'est fin octobre en Chine, et les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Ce sera ma dernière question parce que le temps passe malheureusement trop vite. Vous souhaitez être une athlète qui concourt sous les couleurs de la France, Marzieh Hamidi? Yes, avec plaisir, because oui, avec plaisir, puisque la France m'a accueillie et aujourd'hui la France me protège dans cette situation difficile que je vis. Il ne suffit pas d'être né quelque part pour se sentir comme appartenant à un pays. Ici, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment d'appartenance, d'être protégé. Le système, le pays m'a accueilli, m'a protégé. Pour moi, c'est également une fierté de représenter la France, le drapeau et de représenter la culture française. Je respecte beaucoup la culture française. Et les Français, je vois que cette culture me plaît, je la respecte, je ne veux pas changer la culture. Et pour moi, ce serait vraiment une merveilleuse manière de féliciter, de remercier surtout la France de m'avoir accueilli. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans votre pratique sportive, Marzieh Hamidi. Et puis bien sûr, on vous lit « Ils n'auront pas mon silence ». C'est le récit de votre histoire, un récit très poignant. Vous racontez la fuite à l'arrivée des talibans à Kaboul à l'été 2021, la séparation avec votre famille, l'exil et puis les menaces qui pèsent sur vous, cette vie très particulière que vous vivez. Vous n'avez que 23 ans, je le rappelle. Vous êtes sous protection policière, un ouvrage, un coécrit avec Baptiste Bérard-Proust. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment, Marzieh Hamidi, d'avoir été avec nous sur ce plateau en direct. Et merci à Ophélie Durancy pour la traduction de cet échange. Thank you. Ce week-end, c'est les Journées européennes du patrimoine, une édition qui met en avant le patrimoine architectural. À cette occasion, le Palais de la Légion d'honneur ouvre exceptionnellement ses portes. Avant de recevoir le secrétaire général de cette vénérable institution, je vous propose de regarder quelques images de ce lieu emblématique du patrimoine français. Les Français n'ont qu'un sentiment, l'honneur, disait Napoléon Bonaparte. C'est ainsi qu'en 1802, il crée la Légion d'honneur. Aujourd'hui encore, la distinction française la plus haute et la plus prestigieuse. Fidèle à sa devise, honneur et patrie, elle célèbre ceux qui servent avec abnégation l'intérêt général. Universelle, la Légion d'honneur réunit l'élite vivante de la nation, les talents civils comme le courage militaire. Le rôle du grand chancelier de la Légion d'honneur est de veiller à l'intégrité de l'ordre en garantissant que toutes les décorations qui sont attribuées le soient légitimement et conformément au code de la Légion d'honneur. Deuxième mission fixée dès l'origine par Napoléon, donner une éducation aux filles et petites filles des membres de la Légion d'honneur. Troisième mission de la Grande Chancellerie, son magnifique musée. Le musée de la Légion d'honneur, c'est une vitrine de l'institution. Musée miroir, musée d'histoire unique au monde, il est le témoignage des mérites de tous les décorés à travers les siècles. Bonjour Julien Lega.
Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Merci d'être en direct sur ce plateau. Alors pour cette 42e édition des Journées européennes du patrimoine, c'est le patrimoine architectural qui est mis à l'honneur. Et à cette occasion, le palais de la Légion d'honneur sera ouvert au public. Ce n'est pas le cas d'habitude, c'est ça? C'est plutôt exceptionnel. C'est une affaire à saisir, effectivement. Oui. Nous avions l'an passé un peu plus de 4000 visiteurs, donc il y a de la marge. Si vous êtes intéressé, venez dès les heures d'ouverture, parce que dans les premiers moments de l'ouverture, sur les 2 premières heures, c'est beaucoup plus accessible. Oui. Ça commence à samedi, vous êtes ouvert samedi à 13h. Alors samedi à 13h, de 13h à 18h, et puis dimanche de 11 à 18h. Donc vous recommandez, il faut vraiment arriver dès l'ouverture. Qu'est-ce que pourront voir les visiteurs ce week-end, justement ? Alors les visiteurs vont pouvoir avoir accès à des lieux qui ne sont pas traditionnellement ouverts au public, à l'exception du musée, qui clôt la visite. On va y venir, donc, on en parlera, oui. Voilà, ils vont pouvoir passer par la rue de Lille, rentrer sous les porches, où ils auront une première exposition avec notamment l'initiative citoyenne qu'ils pourront découvrir, c'est-à-dire pouvoir eux-mêmes proposer dans un ordre national une personne qu'ils admirent, soit pour l'ordre national du mérite, soit pour la Légion d'honneur. Donc un mécanisme qui nécessite de recueillir une 50aine de signatures, mais tout ça sera expliqué sur le parcours. Et puis, ils auront accès immédiatement à la salle du Conseil, là où se passent les délibérations secrètes, évidemment, où sont examinés chacun des dossiers des postulants pour une décoration. Recevoir soit la Légion d'honneur. C'est que pour la Légion d'honneur, les consultations, les échanges, ou ça concerne les médailles militaires, l'Ordre national du mérite Alors, donc la Légion d'honneur est une décoration qui concerne aussi bien les civils que les militaires, oui, au même titre que l'Ordre national du mérite, oui, qui a été créé en 1963 par le général de Gaulle. Et il y a également, donc, qui sont examinés, la médaille militaire, qui est à proprement parler militaire cette fois-ci, créée par Napoléon III. Et enfin, la médaille de reconnaissance des victimes du terrorisme, qui est une médaille récente. En 2016, sous le quinquennat de M. Hollande. On verra également, on peut avoir et rentrer dans le bureau du grand chancelier de la Légion d'honneur. C'est ça ? Alors, c'est vrai qu'entre le bureau et la salle du Conseil, il y a une antichambre dans laquelle nous avons installé quelques ordinateurs pour que les gens puissent découvrir, avec l'aide d'un personnel sur place, notre grande nouveauté cette année, le portail des archives de la grande chancellerie. Alors de quoi s'agit-il ? Alors ce portail des archives vise à regrouper de manière dématérialisée une liste unique des décorés. Il y aura environ 1,2 million de personnes qui figureront sur ces listes. Alors ça a vocation à être encore enrichi. Et puis un certain nombre de documents historiques sur la grande chancellerie, et pour les plus passionnés, ils pourront participer aussi à l'indexation d'un certain nombre de documents, puisque pendant les guerres, des personnes sont décorées sur le champ d'honneur et ne figurent pas au journal officiel. Donc tout ça demande un travail ensuite de réexploitation. Ce projet, ce portail, c'est Mémoire de l'honneur, la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'Ordre national du mérite, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. C'est 2 millions, c'est ça, de décorés depuis 1802 ? 2 millions de décorés depuis 1802, effectivement. Et donc, aujourd'hui, nous avons une base qui s'appelle Léonore, qui est très consultée du grand public, qui est auprès des archives nationales, qui regroupe environ 380 000 dossiers. Et nous visons effectivement à mettre en ligne le maximum d'informations. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas accessible, c'est dans nos caves, c'est en danger. Donc on a une campagne aussi on réalise cela grâce au mécénat. Et c'est un appui important pour pouvoir accélérer, gagner du temps sur le temps, pour pas que ces 2,5 km d'archives s'abîment définitivement. Combien de dossiers sont étudiés pour recevoir la Légion d'honneur ?
C'est toutes les semaines que les membres se réunissent. Et qui sont les personnes qui se réunissent autour du grand chancelier, qui est le général François Lecointre? Voilà, alors il y a plusieurs sessions. Comment ça se passe? Racontez-nous ces sessions secrètes. Alors, plusieurs sessions dans l'année. D'ailleurs, les gens qui viendront découvrir les lieux pourront voir cette salle du Conseil de l'Ordre avec la photo des personnes qui siègent. Donc, ce sont 17 personnes, le grand chancelier inclus, en ce qui concerne la Légion d'honneur, et 13 personnes pour l'Ordre national du mérite. Ce sont 2 conseils différents. Et l'Ordre de la Légion d'honneur examine également, le Conseil de l'Ordre, les dossiers des médaillés militaires. Alors, qui sont ces gens autour du grand chancelier et qu'est-ce qu'on étudie, qu'est-ce qu'on regarde particulièrement? Il faut fournir toutes les pièces, casier judiciaire. Alors, ces pièces-là sont recueillies par les services de la grande chancellerie. Le dossier remonte en général, normalement, par les préfets, sont sélectionnés au niveau des ministres, qui ensuite transmettent à la grande chancellerie et qui là va instruire, vérifier que les personnes postulantes remplissent effectivement, sont éligibles. Éligibles à la devise honneur et patrie, c'est ça? À raison de mérite éminent ou de mérite particulièrement distingué. Alors, à l'occasion de ces journées du patrimoine, donc les visiteurs auront accès au palais et puis pourront visiter aussi, également le fameux musée de la Légion d'honneur. C'est la vitrine, c'est ça, de l'institution. C'est un musée qui fête ses 100 ans, je crois, cette année, c'est ça? Alors, le musée fête ses 100 ans. Il a été créé effectivement le 25 mars 1925 grâce à un legs d'un Américain, legs Cromwell, et à la volonté évidemment d'un grand chancelier sur les ruines de la Première Guerre mondiale. Voilà, il s'agissait d'honorer nos disparus et nos médaillés. Et donc c'est conçu comme un temple à la gloire de l'honneur. C'est un magnifique écrin qui vaut le coup d'être vu. Alors, la seule pièce qui ne sera pas visible pendant les journées du patrimoine, c'est le collier du grand maître, le collier du président de la République qui, pour cette journée du patrimoine, systématiquement remonte à l'Élysée. Voilà. Mais d'habitude, on peut la voir. Exactement. On peut le voir. Et donc une magnifique exposition qu'on vous invite à découvrir avec les dernières acquisitions aussi du musée. Donc là, est mis en avant les destins, c'est ça, des décorés? Alors la volonté effectivement du grand chancelier, c'est d'axer moins sur le bijou en soi, parce qu'il l'objet en tant que tel, la médaille, qui est magnifique, très souvent. On en a vu là. Il y a de très très belles pièces pour que les gens puissent s'identifier, puissent se reconnaître, puissent découvrir quelle est la personne, pourquoi elle a été décorée. Et donc ce sont ces chemins qui sont en train d'être retracés. Et donc il y a tout un projet scientifique et culturel qui est en cours de mise en œuvre sous l'égide du grand chancelier. Des destins qui sont variés dans leur parcours, j'imagine? Extrêmement variés. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes représentées sont de la période, alors pour les ordres de chevalerie, évidemment du XVIIIe siècle et antérieur, mais on va travailler à mettre beaucoup plus de personnes aussi du XXe siècle, telles que des prix Nobel, des femmes, voilà. Alors une autre mission de la grande chancellerie, c'est l'éducation à travers les maisons d'éducation. C'est assez peu connu. Ce sont des lieux physiques et des missions. Racontez-nous, parce que c'est assez atypique, cette institution des maisons d'éducation. Alors c'est aussi vrai que la grande chancellerie, l'ordre de la Légion d'honneur est installé depuis 1804 dans le palais de la Légion d'honneur. Eh bien, très rapidement, le Napoléon a voulu une éducation pour les jeunes filles. Ça avait disparu pendant la période révolutionnaire, ça avait commencé juste avant la période révolutionnaire. Eh bien, depuis 1805, nous avons donc des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Alors aujourd'hui, pour les jeunes filles uniquement. Pour les jeunes filles uniquement, donc c'est non mixte et c'est un régime de pensionnat qui va de la 6e jusqu'à la terminale et classe post-bac littéraire et BTS de commerce international.
Alors la condition pour être admissible dans ces maisons est d'être fille, petite fille ou arrière-petite-fille d'un décoré. D'accord, jusqu'à arrière-petite-fille. Jusqu'à arrière-petite-fille d'un décoré donc, de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, de la médaille militaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est arrière-petite-fille qu'on est forcément accepté, j'imagine. Il y a peut-être un dossier Alors, aussi. il y a un dossier, évidemment. C'est de nombreuses postulantes. Ouais. Une sélection qui est faite. On essaye dans cette sélection de ne pas regarder simplement les résultats de la personne. Évidemment, sa volonté, sa capacité d'intégrer un internat. Mais aussi au regard des conditions sociales de la personne pour pouvoir être un appui à l'éducation pour les familles. Alors, ces lieux d'institution d'éducation, c'est l'ancien couvent des Loges à Saint-Germain-en-Laye, c'est ça. Et c'est aussi à Saint-Denis. C'est l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que ces deux lieux sont ouverts lors des Journées du patrimoine, justement? Alors, ces deux lieux sont ouverts aussi lors des Journées du patrimoine, mais pour les loges, il faut d'abord appeler, prendre rendez-vous, puisqu'il y a un nombre de places limité. Et donc les coordonnées sont le 01 39 04 10 40. Et puis pour la maison d'éducation de Saint-Denis, les visites se font via l'Office du tourisme de Saint-Denis, de Pleine Commune. Donc il faut prendre contact également avec Pleine Commune. Et il y a 3 créneaux sur chacune des journées du patrimoine. Alors donc la grande chancellerie regroupe toutes ces entités. C'est combien de personnes qui travaillent dans cette institution? Alors c'est 80 000 m², 16 hectares pour Saint-Denis, et puis ce sont pratiquement 400 personnes. 400 personnes. Avec le gros des bataillons, va-t-on dire, les enseignants, puisque les enseignants sont détachés au sein de la grande chancellerie. Ils sont rémunérés par la grande chancellerie. Voilà. En quoi le palais de la Légion d'honneur, Julien Legat, est le témoin de notre histoire et de nos mémoires? Alors, le premier gage de témoignage, c'est celui de la durée de l'histoire. C'est une institution qui a traversé les siècles et les régimes et qui, de surplus, est installée dans les mêmes locaux depuis 1804. C'est assez peu commun aujourd'hui. Ensuite, elle a traversé, elle a été marquée par l'histoire de France, à travers la Commune notamment, puisqu'en 1871, il y a eu l'incendie du palais de la Légion d'honneur, au même titre que la Cour des comptes, le Conseil d'État juste à côté. Et grâce à la volonté du chancelier de l'époque, le chancelier Vinoy, et à la grande générosité en fait des légionnaires et des médaillés militaires, le palais a pu être construit dans un temps record, en à peu près 5 ans. Mais alors, nous n'avons plus les décors historiques intérieurs, ce n'est plus du 18e. Par les incendies, c'est ça? Ça a été détruit par les incendies, il restait que les murs. En revanche, tout l'intérieur a été recomposé à la gloire de la Légion d'honneur et des personnages illustres de la France. C'est, je crois, un palais qui a servi de modèle à la Maison Blanche, c'est ça, à Washington? C'est exact. L'anecdote est juste? C'est exact, c'est ce qu'on dit. Jefferson, qui était ambassadeur en France pendant la période révolutionnaire, a découvert donc ce palais qui a été construit pour le prince de Salm-Kibourg et qui a été achevé en 1784, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il a été ébloui par cette architecture avec des colonnades classiques, une cour intérieure, côté rue de Lille, et puis côté Seine, par cette avancée en ovale qui rappelle effectivement le bureau ovale du président des États-Unis. Mais je vous invite à venir découvrir cette salle de la Rotonde qui n'a rien à voir avec le bureau du président des États-Unis, qui culmine... le plafond culmine à plus de 12 mètres de haut. C'est une pièce de 100 mètres carrés. C'est très, très beau. C'est donc à visiter ce week-end, samedi et dimanche. Samedi à partir de 13h jusqu'à 18h. Dimanche de 11h à 18h. Sans réservation, c'est ça? Sans réservation. Mais il faut mieux arriver tôt.
Voilà, mais en général, il n'y a pas tellement de queue et on est bien à l'abri. Honneur et patrie, c'est la devise de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Merci Julien Legas d'avoir été avec nous en direct sur le plateau du Figaro TV. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Voilà, Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Vincent Roux en direct à midi sur Point de vue. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée en compagnie du Figaro, bien évidemment.